Du coup, moi je suis Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes. Je suis spécialiste en droit du crédit et de la consommation et j'ai une formation à la base qui est en droit pénal. Et je travaille avec l'association ADC Lorraine, plutôt ADC France depuis aujourd'hui, depuis bientôt 5 ans sur les dossiers d'escroquerie au placement financier de toutes sortes. Dans le cadre de l'anniversaire de l'association, M. Grandgérard m'a demandé d'intervenir sur un thème qu'on a validé avec l'association qui était le dépôt de plainte, la plainte pénale, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça ne veut pas dire, quel sens ça a, quel sens ça n'a pas, comment faire, quelles sont les procédures, etc. etc. J'ai préparé quelque chose d'assez simple. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. À chaque fois qu'il y a des questions, vous m'interrompez, vous n'hésitez pas. On va suivre un petit fil sur, premièrement, la définition. Qu'est-ce que ça veut dire déposer plainte? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Dans quel cas je le fais, dans quel cas je ne le fais pas. Par la suite, on verra, en fait, c'était ça, la question de l'opportunité du dépôt de plainte et du risque. Si je dépose plainte et que j'ai déposé plainte pour n'importe quoi, qu'est-ce qu'il risque de m'arriver? Et il risque de vous arriver des choses. Et troisièmement, on verra la question de la suite, des suites qui peuvent être données à une plainte quand on dépose plainte. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut ne pas se passer? Alors, déposer plainte, qu'est-ce que ça veut dire? Déposer plainte, c'est très simple, ça signifie informer l'autorité judiciaire, les policiers, les gendarmes ou le procureur de la République, qui est le chef des policiers et des gendarmes, de ce qu'on a été victime d'une infraction, peu importe l'infraction. Je précise tout de suite que moi, mon intervention, nécessairement, je la concentre sur le droit de la consommation, donc on ne va pas voir toutes les infractions, tout, voilà. Je reste dans le droit de la consommation, sur d'ailleurs tous les commentaires que je ferai par rapport à mon intervention. Et donc, il s'agit de, soit par courrier recommandé, qu'on adresse au commissariat de sa ville, à la gendarmerie ou au procureur de la République, c'est-à-dire au tribunal de grande instance dans lequel il y a le procureur de la République de son département ou de sa région, soit en allant directement se déplacer, alors d'avoir le procureur dans son bureau, il ne vous accueillera pas, mais auprès du commissariat de la gendarmerie pour déposer plainte directement en dénonçant une infraction précise, en demandant la mise en œuvre d'une enquête, puisque c'est ça déposer plainte, c'est dire j'ai été victime, il faut enquêter sur tel et tel fait qui me sont arrivés, demander la sanction pénale de l'auteur, j'ai été victime de telle infraction, l'auteur doit être sanctionné pénalement, de la prison, une amende, ce qu'on veut, il y a plein de sanctions qui peuvent être imaginées, et de demander ensuite la réparation de son préjudice en tant que victime. Vous pouvez avoir un préjudice qui soit matériel, j'ai été escroqué, on m'a vendu une toiture pourrie, elle coûte 10 000 €, il faut me la rembourser, c'est mon préjudice matériel de 10 000 €. Je peux aussi subir un préjudice moral pour X et Y raison qui peut être chiffré et demandé devant un tribunal. Je précise tout de suite qu'il faut faire attention au sens du mot plainte. Moi, je passe ma vie à recevoir des consommateurs qui me disent on va déposer plainte, on va déposer plainte, on va déposer plainte, et de l'entendre tous les jours aussi à BFM pour pas les citer. Déposer plainte, c'est dénoncer une infraction et ça s'arrête là. Ça n'est pas autre chose. On est dans du droit pénal, on n'est pas dans du droit de la consommation, et j'y reviendrai, mais exemple, un artisan qui fait de mauvais travaux chez vous, on ne va pas forcément déposer plainte pour escroquerie. Il peut avoir fait de mauvais travaux parce qu'il est incompétent, parce qu'il n'avait pas envie de les faire bien, c'est pas forcément un escroc, on n'est pas obligé de basculer dans le pénal, et donc on n'est pas obligé d'aller déposer plainte contre cette personne, et ça peut se retourner contre vous. J'ajoute également que lorsqu'on bascule dans la sphère pénale, on sort de la sphère du droit de la consommation et du droit civil. En droit civil ou en droit de la consommation, si vous avez un litige avec un artisan, avec un avocat, avec le vendeur de téléphonie, vous êtes une partie,
contre une autre partie qui va être le professionnel. On va généraliser le terme comme ça, le professionnel. En matière pénale, la victime de l'infraction n'est pas une vraie partie. En matière pénale, vous avez le procureur de la République qui représente l'intérêt général de la société, le vôtre, le mien, et qui est là pour poursuivre et faire sanctionner les infractions qui constituent un manquement à nos intérêts à tous, les histoires de pacte social, etc. On rentre là-dedans, donc le procureur général, il est là pour représenter l'intérêt général des citoyens. Et le manquement que vous avez subi, il cause un tort à toute la société. C'est ça l'idée de la poursuite pénale. Procureur de la République, première partie. Deuxième partie, l'auteur ou la personne poursuivie de l'infraction. La victime est un peu à part dans une logique pénale. Elle est là, effectivement, elle est partie civile, et elle est là pour réclamer, non pas, en tout cas en principe, non pas que l'auteur aille faire 15 ou 20 ans de prison, mais elle est là avant tout pour réclamer, effectivement, l'indemnisation de ses préjudices divers et variés. Mais je veux dire, dans une logique pénale, effectivement, la victime et la partie civile ne sont pas au premier plan. Alors, ensuite, je déroule le fil. Qui peut déposer plainte dans notre société? Tout le monde. Comme ça, c'est clair. Un majeur, un mineur, sans difficulté aucune, une personne morale, une association, une société, même une association qui n'aurait pas la personnalité juridique pourrait parfaitement déposer plainte. Le procureur de la République ne serait pas obligé de considérer ça comme une plainte à proprement parler, mais il pourrait dire, tiens, j'ai reçu une dénonciation qu'on va assimiler comme telle. Il n'y a pas de difficulté en ce sens. Contre qui on peut déposer plainte? Même réponse. On peut déposer plainte contre un mineur, on peut déposer plainte contre un majeur, on peut déposer plainte contre une personne morale, une association, une société. Cette fois, si on dépose plainte contre une association ou contre une société, faut-il effectivement qu'elle ait la personnalité morale? Sinon, on va avoir du mal à la faire sanctionner en tant que telle. On peut déposer plainte contre X, et c'est par exemple le cas auquel on est confronté depuis plusieurs années, et encore actuellement avec l'association ADC France. Dans toutes les escroqueries au placement financier, on n'est pas capable de dire au procureur de la République, tiens, c'est un tel, on est sûr, c'est lui. On n'en sait strictement rien. En général, c'est des personnes à l'étranger bien cachées, donc on dépose plainte contre X. C'est pas gênant. Lorsque vous ne connaissez pas l'identité et l'adresse de la personne dénommée, un gendarme ou un policier qualifié va vous dire, vous déposez plainte contre X. Et c'est l'enquête qui déterminera qui est l'auteur de l'infraction que vous avez subie. Oui. Un policier m'a dit qu'on ne pouvait pas porter plainte contre un policier, ni contre un avocat, ni contre un juge. Est-ce que c'est vrai? Ce serait bien. Je serais protégé. Vous déposez plainte contre qui vous voulez. Il n'y a aucune immunité pénale des policiers dans notre pays. Il n'y a aucune immunité pénale ni des magistrats, ni des avocats. Civilement, c'est un peu différent. Pénalement, aucune. J'ajoute que souvent on fait face. Enfin, j'aborde oui, je fais une petite aparté sur un thème que j'avais prévu après. Enfin, une explication. On est souvent, enfin ça arrive, et moi je reçois des clients à qui ça arrive, où le gendarme ou le policier va dire, bah non, on ne prend pas ce genre de plainte, vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a une circulaire qui est très claire, qui connaissent tous, qui est la règle du guichet unique. Vous êtes victime d'une infraction à Nice, vous avez envie d'aller jusqu'à Lille pour déposer plainte, c'est votre droit. Et c'est à eux de se débrouiller pour envoyer ensuite la plainte à la gendarmerie qui va mener l'enquête, ou comme ça, qui va mener l'enquête. Donc, voilà. Mais très souvent, on est confronté très souvent. Ça arrive de plus en plus que les policiers du gendarme disent on ne comprend pas ce genre de plainte, c'est du droit de la consommation, c'est pas vraiment du droit pénal, on n'a pas envie. Il y a une facilité très simple pour passer cette difficulté, courrier recommandé. Et votre plainte, vous la faites par courrier directement au procureur de la République. Ce sera reçu. Dans quel délai on dépose plainte? Là, c'est les règles très simples de la prescription. S'il s'agit d'une contravention, exemple, j'ai été injurié, ou des infractions à la circulation, par exemple, on est sur un délai d'1 an. Si vous êtes victime d'un délit, un artisan vous a effectivement escroqué, on a sur une prescription de 6 années, désormais. Il y a une réforme de la prescription qui est récente, tous les délais ont été doublés. Si vous êtes victime d'un crime, en droit de la consommation sans activité, dans ce genre de cas, on aura 20 ans pour agir. Si je reprends l'exemple, par exemple, de 6 ans, parce qu'en droit de la consommation, si je prends un délit tel la pratique commerciale trompeuse, c'est quelque chose qu'on entend souvent, on est sur un délit qui est prescrit par 6 ans, 6 ans à partir du jour où l'infraction a été commise. Si vous avez une enquête qui se met en place, bien évidemment que ça interrompt la prescription. Vous avez des enquêtes internationales qui peuvent durer 8 à 10 ans. Et l'auteur ne va pas dire « ah bah oui, c'est prescrit parce que vous avez dépassé les 6 ans ». Bien sûr que non. Quasiment le moindre acte judiciaire et ou d'enquête vont interrompre la prescription. Donc en fait, c'est 6 ans point de départ, mais après vous avez... On attend. Si on est victime, consommateur victime d'infraction, on est là.
Oui, madame. Bon. Si le procureur... Bon, vraiment, il y a eu un délit. Le procureur nous répond, je considère qu'il n'y a pas eu délit, donc je classe votre plainte. Donc, est-ce que pour la plainte, on peut reporter plainte alors qu'on a déjà porté plainte? Oui, vous pouvez reporter plainte, redéposer plainte. La plainte, c'est pas un jugement. La plainte, c'est une déclaration de votre part. Qu'elle soit faite en gendarmerie, physiquement, vous déplacez et un gendarme va taper sur son PC et prend votre plainte, ou que ce soit adressé par courrier. C'est rien d'autre que ça. C'est la déclaration d'une victime d'une infraction, d'une personne qui s'estime victime d'une infraction, qui la dénonce à l'autorité judiciaire. Ça n'est pas autre chose. Si vous avez un classement sans suite du procureur qui doit motiver son classement sans suite et qui vous dit « je classe sans suite parce que l'infraction, vous ne l'avez pas suffisamment caractérisée, je ne sais pas de quoi vous parlez », vous pouvez très bien 15 jours après redéposer plainte en disant bah, « je vais préciser tout ça » avec des pièces complémentaires, etc. Ok. Mais je vais aborder le classement sans suite après. Donc, où déposer plainte, la règle du guichet, ça c'est à peu près clair, je passe. Comment on dépose plainte? Comment on dépose plainte? Bon, je l'ai dit aussi. Ce qui est important, la plupart des plaintes, moi je ne vois pas bien l'intérêt d'aller perdre une demi-journée à la gendarmerie au commissariat à attendre que ce soit son tour pour aller déposer plainte. À plus forte raison pour une infraction au droit de la consommation, alors sauf à ce que ce soit d'une gravité ultime. On dépose plainte en racontant une histoire au procureur et en déroulant une chronologie. Ça c'est important, ou au policier d'ailleurs. Ça c'est important. Vous déposez plainte en joignant toutes les pièces. J'ai signé un bon de commande avec la société Tartampion, tel jour, telle heure, entre parenthèses, pièce numéro 1. Et à la fin, j'ai les pièces qui vont être listées et qui vont être jointes, évidemment. La société Tartampion m'a fait une facture à telle date, c'était pas la bonne facture, ils m'ont refait une facture, etc. Donc, on fait une chronologie et on raconte les choses simplement et on essaie de les qualifier quand on dépose plainte. Vous allez me dire, c'est pas notre travail. Non, c'est le boulot des avocats. Mais on peut déposer plainte sans avocat. On peut passer par une association. On peut le faire tout seul. Si on le fait tout seul, il faut que ce soit clair, que ce soit lisible et qu'on qualifie les faits. Si vous dites au procureur, voilà mon histoire, débrouillez-vous, je ne suis pas sûr qu'il va en faire grand-chose de votre dépôt de plainte. Bon. Mais techniquement, on rédige soi-même un courrier recommandé, on se déplace physiquement. Il existe depuis quelques années, mais là je ne suis pas capable de vous en dire quoi que ce soit, l'espèce de pré-plainte en ligne. Hein. Ils ont mis ça en place. Je ne suis pas capable de vous dire, parce que moi c'est pas mon boulot d'aller voir ce qu'ils font. Et puis ça ne m'intéresse pas, et puis c'est pas à l'attention des avocats, c'est à l'attention des particuliers. Apparemment, on fait un début de plainte, on peut mettre 2-3 petites pièces, et puis après ils vous recontactent et vous allez déposer plainte. Je ne suis pas sûr que ce soit très formidable, mais après tout, pourquoi pas, s'ils ont une capacité de mettre du personnel derrière cette idée-là, et d'avoir un traitement rapide, après tout, pourquoi pas. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre, après peut-être c'est efficace, mais c'est vrai qu'un avocat, je ne vois pas comment il pourrait avoir un avis là-dessus, puisque nous, on ne passe pas par ça nécessairement. Sur la partie définition de la plainte, tout ça, oui. Par rapport à la qualification, oui. Il paraît qu'en tout cas, quand on fait un procès, oui. Si on a mal à qualifier la chose, le juge peut de lui-même requalifier. Est-ce que c'est aussi pareil pour le procureur? Oui. Est-ce que si on a donné une mauvaise qualification, il peut requalifier et même il doit requalifier? Il doit pas forcément, il peut, oui. La qualification que vous donnez au déposant de plainte, elle va être modifiable à tout moment. C'est pareil lorsqu'il y a un juge d'instruction qui est saisi d'une affaire et qu'on va lui dire il y a telle infraction, au cours de l'information judiciaire, ça peut être requalifié, bien évidemment. On dépose plainte, on se trompe, le procureur requalifie. C'est le cas classique où les gens déposent plainte pour abus de confiance et c'était une escroquerie, ou escroquerie c'était un abus de confiance. Les mélanges sont classiques. Mais oui, il n'y a pas de problème, bien sûr que ça peut être requalifié. Ça fait partie du boulot du procureur de requalifier s'il estime que vous déposez plainte pour escroquerie et que lui considère que c'est une pratique commerciale trompeuse. Par exemple, on a souvent le cas. Alors, quid de l'opportunité du dépôt de plainte, je passe à ma deuxième partie, et des risques que ça peut engendrer de déposer plainte. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le civil n'est pas du pénal. Ça, c'est important. Je vais vous citer l'exemple d'un couple qui était venu me voir il y a quelques années et qui me disait « Maître, on a trouvé un escargot dans notre salade au restaurant. » Pourquoi pas, après tout? Ça veut dire que la salade était fraîche et qu'il n'y avait pas de pesticides. Et de me dire, ces gens-là, on veut déposer plainte pour tentative d'empoisonnement. Et on va demander 10 000 € de dommages et intérêts. Je poursuis l'histoire, il me raconte que le restaurateur il s'est excusé platement, qu'ils ont mangé gratuitement tous les deux et qu'ils sont partis. Mais ce n'était pas suffisant pour eux. Voilà. Le civil n'est pas du pénal. On dépose pas... Alors si, il y en a des avocats qui pourront le faire si ça les amuse. Moi, c'est hors de question. Celui qui va déposer plainte pour tentative d'empoisonnement là-dessus, bien du courage. Sauf,
à avoir rempli l'escargot d'arsenic et à avoir un mail ou un courrier du restaurateur qui dit « Ah, j'ai essayé de vous empoisonner ». Là, ça se tient. Autrement, ça ne se tient pas. Vous n'êtes pas dans du pénal, vous êtes dans un litige civil. Éventuellement, ces gens-là qui me consultent, ils ont mangé gratuitement. Très bien, si j'avais été restaurateur, je pense que c'était le geste à faire. Le restaurateur les envoie promener, il dit vous payez vos repas et puis vous m'emmerdez pas. Là, ils me disent maître Delemel, et pourquoi on n'irait pas récupérer le prix des 2 repas civilement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut justifier que ça a été une gêne, que ça a bien impliqué dans leur vie. Bon, je ne dis pas que ça sera très simple, mais disons que ça pourrait s'entendre. Pénalement, ça ne s'entendra pas. C'est le cas aussi très souvent, effectivement, des artisans qui viennent faire des travaux qui ne sont pas bons chez vous. Et très souvent, on va dire on va déposer plainte, on va déposer plainte. Non. Sauf à ce que l'artisan vous ait fait un mail en disant j'ai fait exprès de faire n'importe quoi, bien fait. D'accord. Là, on a. Pourquoi je prends les 2 exemples de l'artisan qui vous écrit, qui vous dit j'ai fait n'importe quoi? Parce que là, on aura l'élément qui va manquer pour déposer plainte dans 9 cas sur 10, c'est l'intention délictuelle ou l'intention. Oui, c'est ça, l'intention de commettre une infraction. Pénalement, une infraction, elle est constituée si matériellement elle existe et si vous avez une intention de la commettre. C'est pour ça que 9 fois sur 10, quand les gens vont dire on va déposer plainte, on va dire bon, peut-être matériellement il y a un problème, mais est-ce qu'on va pouvoir prouver l'intention frauduleuse de l'artisan, du restaurateur, etc. Non. Donc c'est pas la peine, on va perdre du temps et on va s'exposer à certains risques que je vais aborder juste après. Oui, madame? Alors, admettons que le contrat, l'artisan n'a pas respecté son contrat. Oui. Donc, quel que soit ce qu'il a fait, on peut dire que c'est un abus de confiance. Pas du Donc, tout. on peut aller au pénal? Pas du tout. Non. L'abus de confiance, c'est pas ça. Non, mais je vais aborder l'abus de confiance. Peut-être ça peut être important. J'entends, moi, tous les ans, beaucoup de consommateurs, je me dis, j'ai été victime d'un abus de confiance, d'un abus de confiance. L'abus de confiance, pénalement, c'est très simple. C'est 314-1 ou 313-1. Je les confonds toujours. Il y en a un, c'est l'escroquerie, l'autre, c'est l'abus de confiance. Au niveau des numérotations. L'abus de confiance, c'est je vous donne quelque chose, madame, je vous donne un bien pour un usage déterminé. Ce bien, vous n'allez pas en faire l'usage déterminé que je vous ai demandé d'en faire, vous allez en faire autre chose. L'abus de confiance, ça n'est que ça. C'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça, l'abus de confiance. Donc souvent, et c'est un abus de langage, on voit des abus de confiance, non. Parce qu'on entend abus de confiance, on se dit oui, il a abusé de ma confiance. Oui, mais que dans le cadre que je vous ai dit. C'est pas autre chose. Je vous donne un bien pour un usage déterminé. Vous en faites autre chose, c'est ça un abus de confiance, c'est pas autre chose. Mais l'artisan donne un bien, et qu'est-ce qui en fait autre chose? Moi, je vous donne un bien. Je vous donne ma montre, et je vous dis, vous me la gardez 1 semaine, et vous la nettoyez. Et vous me dites, bah, très bien. Je veux récupérer ma montre, et vous me dites, bah, finalement, je l'ai revendue. Là, on va pouvoir considérer que c'est un abus de confiance. D'accord? C'est que ça, l'abus de confiance. Il n'y a pas d'autre cadre. L'opportunité du dépôt de plainte en matière de droit de la consommation, l'intérêt qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un organisme qui est fait pour, qui est là pour nous aider, DGCCRF. Ancienne direction, alors elle ne s'appelle plus comme ça, mais moi je continue à les appeler comme ça, et leur site internet continue à s'appeler comme ça, donc tout va bien. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. C'est ce qui fait que souvent, nos infractions en droit de la consommation ne sont pas considérées, mais peuvent être un peu déconsidérées par les policiers, par les gendarmes ou par le parquet. C'est qu'ils vont nous dire, mais attendez, vous nous embêtez, il y a la répression des fraudes qui est là pour ça, ce qui est en partie vrai. L'intérêt de la répression des fraudes, c'est qu'elle va mettre des moyens pour identifier et poursuivre les infractions et les dénoncer au procureur de la République, notamment dans des thématiques de droit de la consommation. On avait eu ce cas, ça a été jugé en fin d'année dernière, c'était au tribunal, en début d'année, en mars 2018, au tribunal correctionnel à Paris, de cette personne qui avait trouvé l'idée de vendre des canapés aux gens sur Internet et de ne pas les livrer. La société, elle est belle, pour ne pas la citer. Et il se trouve qu'il y a eu plus de 2000 victimes et que vous avez des centaines de personnes qui avaient fait des dénonciations, des plaintes auprès de la répression des fraudes, qui avait pu mener son enquête, qui avait rendu un dossier assez important et assez clair et détaillé au procureur de la République, qui avait dit bah, effectivement je poursuis l'infraction qui était de la pratique commerciale trompeuse d'ailleurs. Donc l'intérêt effectivement de la répression des fraudes, c'est à la fois d'avoir un personnel qui est dédié, pas que pour ça, mais aujourd'hui c'est ça le thème qui nous intéresse, qui est dédié à la poursuite des infractions pénales en droit de la consommation. Et l'intérêt de cet organisme aussi, c'est qu'on va pouvoir mutualiser les plaintes facilement.
Il y a une répression des fraudes par département, en gros. C'est centralisé à Paris. Si vous avez des dénonciations d'infractions sur telle société, à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest de la France, rapidement, ils vont tilter, ils vont dire il faut qu'on fasse quelque chose, on a beaucoup de dénonciations. Et donc on va agir. N'oublions jamais qu'en droit de la consommation, le nombre fait notre force. Un consommateur isolé qui dénonce des faits, c'est une chose. Si on est 10 000, 20 000, 1 million, ça change énormément la vie. Donc ça, c'est un biais à ne pas négliger. Donc, si vous sentez que vous êtes victime d'infraction, que vous avez les éléments et que votre sentiment il va être confirmé par ADC France, par l'avocat que je suis, par notre avocat, par qui sais-je, peut-être il peut y avoir un intérêt directement à déposer plainte auprès de la répression des fraudes. Ça ne mange pas de pain. Dans le cadre de l'escroquerie en investissement diamant, la DGCCRF, elle n'était pas compétente, enfin au moins on m'a répondu. Non, elle n'est pas compétente. Alors vous avez raison, j'ai pris l'exemple de la pratique commerciale trompeuse. La DGCCRF n'est pas compétente en matière d'escroquerie. Qu'elle soit en bande organisée, internationale ou l'escroquerie simple. Elle est compétente pour un certain nombre d'infractions qui ont attrait à la spécificité du droit de la consommation. L'escroquerie, c'est du droit de la consommation, mais c'est une infraction du code pénal général. On peut être escroqué sans subir des histoires de diamants, de crypto-monnaies. Donc c'est vrai qu'ils sont compétents pour un certain nombre d'infractions. Ce qu'on fait avec ADC France, qu'on a fait plusieurs fois, c'est que des fois on ouvre des dossiers où on a le sentiment qu'on est face à des escrocs. La pratique commerciale trompeuse, c'est la petite escroquerie. C'est moins sanctionné et c'est moins compliqué à caractériser. L'escroquerie, c'est le stade supérieur. Quand avec M. Grangérard, il y a des dossiers qu'on ouvre où on a le sentiment qu'on fait face à une énorme escroquerie, on se dit parfois, et si on déposait plainte pour pratique commerciale trompeuse, entre les mains du procureur de la République, qui va dire j'envoie ça à la répression des fraudes, on va les laisser, elle, enquêter. Ça, c'est intéressant. Et ce qui fait que parfois, la répression des fraudes, le personnel va prendre son téléphone, va nous appeler, va dire vous ne voulez pas venir à Paris, nous remettre des documents, on enquête là-dessus, ça nous intéresse. On y va avec le sourire parce qu'on est là pour ça. Mais ça peut avoir du sens. Mais vous avez raison, madame, effectivement, ils sont compétents pour les infractions du droit de la consommation qui sont essentiellement dans le code de la consommation ou dans le code des marchés financiers. Mais est-ce qu'on prend un risque si on dépose plainte et qu'on dépose plainte n'importe comment? Oui, plutôt 2 fois qu'une. Première possibilité de se faire taper sur les doigts si on dépose plainte et qu'il ne fallait pas le faire, c'est le risque de se prendre une plainte de la partie adverse, au sujet de laquelle on dénonce des faits, pour dénonciation calomnieuse. Je crois que j'ai imprimé l'article. Ouais. Alors, 226.10 du Code pénal. Ah, c'est trop tard, vous y êtes. C'est bon. Vous êtes au bon endroit. La dénonciation calomnieuse, elle se définit ainsi. La dénonciation effectuée par tout moyen est dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée, est puni de 5 ans d'emprisonnement à 45 000 € d'amende. C'est un plafond. On ne fait pas forcément 5 ans de prison, mais on peut effectivement, si on dénonce des faits qui sont complètement délirants ou erronés à l'égard d'une personne, se prendre dans les dents en retour une plainte pour dénonciation calomnieuse. Autre possibilité, c'est pour la partie adverse, à qui on a dénoncé, au sujet de laquelle on a dénoncé l'infraction qui s'avérait complètement inexacte ou farfelue, c'est pour elle la possibilité d'agir. Elle peut saisir elle-même aussi directement, c'est une possibilité qu'offre le Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel. C'est-à-dire, dans la foulée d'une décision du procureur qui disait cette plainte, je la classe sans suite, par exemple, la personne qui s'estime effectivement injustement attaquée peut dire moi dans la foulée je saisis, c'est une procédure particulière, je ne vais pas vous faire les détails, mais je saisis le tribunal correctionnel et je demande des dommages et intérêts. Faut-il encore justifier du montant des dommages et intérêts? Oui, madame. Alors, quelle est la différence entre porter plainte auprès du procureur et saisir le tribunal correctionnel? Comment on fait pour saisir le tribunal correctionnel? Alors, est-ce qu'il faut par exemple une assignation d'huissier, des choses comme ça? J'y viens après. D'accord. Mais je vais l'évoquer, vous avez raison, c'est intéressant comme question. Donc, elle peut dans ce cadre-là saisir directement le tribunal correctionnel. J'y viens après sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a eu un classement sans suite. Elle peut utiliser la voie civile. Vous pouvez être assigné en justice sur le plan civil, quelqu'un qui pénalement ne va pas se retourner contre vous, mais qui va vous assigner en dommages et intérêts devant le tribunal civil, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance, si on est au-delà de 10 000 €.
et dire ce qu'elle a fait cette personne, ça m'a causé un préjudice, donc j'en demande la réparation, dommages-intérêts, sans effectivement qu'il y ait de procureur, sans qu'il y ait de demande de peine de prison, d'amende ou quoi que ce soit. Elle peut aussi avoir cette option-là. Il faut savoir aussi que si vous déposez une plainte et que cette plainte se retrouve devant un juge d'instruction, vous déposez une plainte, le procureur la récupère et dit qu'il faut mener une information judiciaire, et donc il va saisir un juge d'instruction. Et que le juge d'instruction considère que cette plainte est complètement abusive, le juge d'instruction a la possibilité de dire « moi, ça s'arrête là », et je condamne la personne qui a déposé plainte à verser une amende qui ne peut pas excéder 15 000 €. Mais quand même, je vous ai égrené voilà, toutes les possibilités de ce qu'on peut se prendre un revers de la main si on dépose plainte et qu'on ne l'a pas fait correctement, ou en tout cas, pas correctement, mais qu'on a été abusif en fait. On a vraiment dépassé les bornes. Exemple, l'escargot. L'escargot, je ne sais pas si après ils sont allés voir un autre avocat qu'ils ont réussi à faire un truc. À mon avis, c'est amende civile dans les dents. Les suites de la plainte. Ça va répondre à un certain nombre de vos questions. Alors, l'article 40 du Code de procédure pénale nous dit que le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner, conformément aux dispositions de l'article 40-1. Bon, en droit, c'est souvent comme ça. On a un article qui nous renvoie vers un autre, sinon c'est pas drôle, et du coup, on va d'article en article. Et donc, l'article 40-1, c'est celui qui suit, donc là, ça va, c'est pas trop mal, nous dit que le procureur de la République, quand il reçoit une plainte, il a 3 options. Option 1, il dit on va engager des poursuites concernant cette plainte. Alors, je fais simple, s'il y a des questions, j'y répondrai, mais parce qu'à chaque fois, on peut partir très loin. Engager des poursuites, c'est-à-dire, il peut dire la plainte que j'ai reçue, elle est complète, j'ai toutes les pièces, l'infraction m'apparaît constituée, je saisis le tribunal correctionnel. Et donc, on fait citer l'auteur de l'infraction devant le tribunal correctionnel, on lui fait livrer un acte par l'huissier en disant monsieur, vous êtes poursuivi pour escroquerie tel jour, telle heure, contre telle personne, tac. Et on se retrouve en audience comme à la télé. Engager des poursuites pénales, ça peut aussi vouloir dire ouvrir une enquête. Le procureur de la République va dire je suis une plainte, ça me paraît sérieux, ça mérite une enquête. Chef policier Tartampion, on ouvre une enquête, vous mettez 2-3 hommes dessus, puis vous travaillez sur cette plainte, vous faites des auditions, vous faites des actes pour savoir un peu cette affaire. Bon. Troisième possibilité, le procureur qui engage des poursuites va saisir le juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est un magistrat du siège, c'est un magistrat indépendant, pas comme le procureur de la République qui a obéi à une hiérarchie, ça fait souvent débat. Il répond du ministère de l'Intérieur, tout simplement. Le juge d'instruction, il est obligatoirement saisi dans notre pays dans un cas en matière de crime. Ça, c'est obligatoire. De crime. J'ai une petite fille qui a été violée, c'est un crime. Le procureur de la République ne va pas dire on fait une enquête. Non, on saisit un juge d'instruction. C'est comme ça et pas autrement. Et le juge d'instruction, c'est lui qui va enquêter. On va ouvrir une information judiciaire selon le terme consacré, et le juge d'instruction va enquêter. On peut dire ça comme ça. Autrement, le procureur a la discrétion pour saisir un juge d'instruction pour mener une enquête, qui va être avec d'autres moyens plus importants, plus longs, etc. En matière d'infraction financière, François Fillon et sa compagne, c'était pas un crime, en tout cas sur le papier. En matière d'infraction complexe, exemple, tous les cas qu'on a avec ADC France sur les escroqueries aux crypto-monnaies, on ne voit pas un procureur me dire moi je le sens bien, on va mener une enquête à Châteauroux, on va dire stop, c'est pas possible, c'est international, il faut des moyens, il faut aller au-delà. Donc systématiquement, on a des saisines de juges d'instruction, des saisines de magistrats de juges d'instruction d'ailleurs, pardon, qui sont spécialisés, qui appartiennent au pôle financier, par exemple au TG de Paris, ou voilà, ce genre de choses. Mais on va se retrouver dans ce cadre-là avec un juge d'instruction. Deuxième possibilité pour le procureur lorsqu'il reçoit une plainte, c'est de dire on va mettre en œuvre une mesure alternative aux poursuites. Il y en a 3. C'est à peu près la même chose, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça peut être de l'ordre de la médiation pénale, de l'ordonnance pénale, de la composition pénale. Dans les 3 situations, il y a des distinctions entre les 3, mais je ne vous fais pas le détail parce que sinon c'est compliqué. Dans les 3 situations, l'idée de fond, c'est de dire on va sanctionner l'auteur d'une infraction qui n'est pas très grave, qui est quand même constituée, il y a quand même une victime, et donc on va quand même faire quelque chose.
Et par exemple, dans le cadre d'une ordonnance pénale que moi j'avais eue il y a quelques années, on avait une personne qui était poursuivie pour exhibitionnisme. Ce monsieur passait dans son jardin tout nu. Sa voisine l'a dénoncé parce qu'elle en avait marre. Il se trouve que ce monsieur avait pu justifier pendant l'enquête de ce qu'il était atteint d'un cancer assez grave et que les médicaments qu'il prenait, et c'est avéré, ça a été démontré, modifiaient son psychisme. Et du coup, ôtait, par exemple, la partie désinhibition du cerveau. Et donc, l'amenait à faire des actes qu'il n'aurait pas fait autrement. D'ailleurs, il avait un casier vierge, il ne faisait pas parler de lui, c'était un monsieur à la retraite, enfin, il n'y a pas de raison, tout d'un coup, il se balade nu dans son jardin tous les jours. Et le procureur, à réception de cette enquête, de dire, effectivement, il y a quand même un exhibitionnisme, je comprends les circonstances, je vais poursuivre pour le principe, et donc je vais déléguer tout ça au délégué du procureur de la République, et on va aller dans son bureau. Et donc je suis allé avec mon client dans le bureau du procureur de la République, donc du délégué du procureur de la République, qui nous a dit, voilà, moi je propose qu'on indemnise la personne qui a quand même été choquée, c'était une réalité, et qui demandait quelques centaines d'euros. Donc je propose qu'on l'indemnise à la hauteur de ce qu'elle demandait. Et j'imagine aussi qu'on va mettre un paravent ou une clôture plus haute, si jamais ça venait à se reproduire, elle ne vous verra plus jamais de sa fenêtre. Le dossier s'est fini comme ça. Avec le client, on a considéré effectivement que c'était une bonne issue. Il a payé ce qu'on lui demandait de payer, enfin ce que lui demandait la personne. Il a justifié qu'il avait installé sa surclôture. Le délégué lui avait laissé un mois et demi pour le faire. On a envoyé des photos, on a dit ça a été fait comme vous le désirez. Dossier ensuite classé, mis de côté. Mais donc il y avait quand même eu des poursuites, en tout cas une sanction et un suivi pénal. C'est dans ce sens-là. Troisième possibilité, le procureur classe sans suite. Le procureur, quand il classe sans suite, il doit vous avertir, sauf à laisser passer un délai de 3 mois sans vous répondre. Vous déposez plainte, vous avez votre accusé de réception le 25 avril 2019, les 3 mois ils partent à ce moment-là. Exemple de classement sans suite, prescription. Je suis victime d'un vol en 2000, je dépose plainte en 2019. Le procureur va dire vous êtes bien gentil, mais non, c'est prescrit, c'est pas la peine. Je ne vais pas mobiliser des policiers pour ça. Une fois, oui. Et donc, si le procureur se prend la peine de répondre en disant je réponds à votre plainte pour mon motif d'escroquerie et je la classe sans suite au motif qu'une escroquerie n'est pas un délit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un délit, l'escroquerie, c'est puni de 5 ans. Oui, mais voilà, ici, il dit ça. Il dira pas ça, madame. Enfin, ici, il m'a dit ça, moi. Oui, on en discutera après de votre cas personnel, il n'y a pas de problème, je vais rester là toute la soirée. Non, mais je veux dire, s'il m'a dit ça à moi, il peut le dire à d'autres personnes. Moi, je veux bien voir votre classement sans suite et je vous garantis que dessus, il n'y a pas marqué l'escroquerie n'est pas une infraction. Je parie ma chemise. L'escroquerie, c'est une infraction, c'est un délit. Donc je pense que c'est pas écrit ça sur votre document. D'ailleurs, je vous dis, je suis sûr. Un procureur, il n'écrira pas ça. Il écrira différemment. Et la montre aussi. C'est celle de M. Grosjean, tu peux la mettre en jeu facile. J'ai un classement sans suite, on m'oppose un classement sans suite, soit mes 3 mois sont passés et on m'a pas répondu à ma plainte, soit le procureur m'a répondu et m'a dit oui, je suis à raison, c'est classé sans suite, merci, au revoir. Qu'est-ce que je peux faire? 4 options. Option 1, je laisse tomber. Je dis bon, ok, il veut pas poursuivre, tant pis, je laisse tomber. Si je suis pas content, je mettrai en œuvre si j'ai envie et si j'ai la possibilité de le faire, une action civile contre la personne qui est responsable, le professionnel, le particulier, etc. Pourquoi pas? Option 2, je forme un recours auprès du procureur général. Le procureur général, c'est le chef des procureurs de la République, on va dire comme ça, qui est présent dans chaque cour d'appel. Je crois qu'à Nancy, vous avez une cour d'appel. Oui. Donc, il y a un procureur général à Nancy. On peut former un recours auprès du procureur général. Concrètement, c'est un courrier où on dit « j'ai eu un classement sans suite, je ne suis pas d'accord pour X et Y raison, et j'en justifie, et donc je vous demande à vous, procureur général, d'enjoindre au procureur de la République, c'est le terme consacré, d'engager des poursuites. » Moi, je l'ai fait une fois dans ma carrière, le procureur général m'a dit « non, je m'en fous, je confirme, merci, au revoir. » Ça avait le mérite d'exister, on avait fait un recours. Ça me paraît assez compliqué, ça me paraît assez marginal comme démarche, mais la loi le prévoit. Si vous voulez, moi dans mon dossier on avait des raisons de le faire et je pense qu'il a eu tort de nous rejeter le truc. C'est pas grave. Mais disons que c'est une option qui est ouverte effectivement à toute personne et ça doit être précisé dans le classement sans suite d'ailleurs cette option. Troisième possibilité, madame, vous me posiez la question tout à l'heure, on peut faire une citation directe. Donc,
beaucoup de mots en droit, mais il y en a certains qui veulent dire la même chose. Une citation directe, c'est « je saisis moi-même, tout seul, le tribunal correctionnel ». La citation directe en pénal, c'est le même mot pour dire assignation. Sauf que l'assignation, c'est sur le plan civil, c'est tout. Je saisis moi-même le tribunal correctionnel en expliquant qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis victime et quelle hauteur je saisis le tribunal correctionnel. Et je fais délivrer mon acte par huissier de justice à la personne que j'estime auteur. Au préalable, je prends mon petit téléphone, je prends une date au tribunal correctionnel, je dis je veux citer une personne devant le tribunal correctionnel, on me donne une date, et sur le document que je délivre par huissier de justice, il y a cette date, bien évidemment. Sinon l'auteur ne peut pas se présenter au tribunal. Et donc, c'est une possibilité qui est ouverte. C'est une possibilité qui est ouverte en dehors d'un dépôt de plainte. Vous pouvez, moi j'ai le cas à Rennes, sur certaines infractions, je sais que le parquet n'a pas envie de poursuivre, on peut faire des citations directes sans déposer plainte. Ça implique d'être sûr de son coup. Même logique que quand je dépose plainte et que c'est une plainte abusive. Je fais une citation directe, c'est n'importe quoi, on peut être condamné. Quand on fait une citation directe, on n'a pas le procureur de la République avec nous. On la fait toute seule. C'est la victime contre l'auteur de l'infraction. On se retrouve au tribunal avec le procureur qui est nécessairement là, on est au tribunal correctionnel, qui va donner son avis au moment de l'audience. Quelques jours avant, si l'avocat passe dans les couloirs, le demander. Mais c'est un peu risqué aussi. Vous saisissez d'une infraction, vous dites j'ai été victime d'une pratique commerciale trompeuse de telle société, avec votre citation et vos pièces, à l'audience, le procureur dit moi je ne requiers aucune peine, j'estime qu'il faut relaxer la personne, mais pas au mieux dans le dossier, on est un peu isolé. Oui, madame. Est-ce que dans ce cas-là, on avait porté plainte, c'est classé sans suite, on s'adresse au tribunal correctionnel et puis on délivre une assignation à la partie adverse, on n'a qu'à dire, pour qu'elle vienne à l'audience. Est-ce qu'on doit joindre aussi tout le dossier qu'on avait envoyé au procureur de la République avec notre plainte et avec les pièces justificatives? C'est mieux. Est-ce qu'on doit les joindre à la partie adverse? C'est obligatoire. Il n'y a que aux États-Unis, à la télé, où il y a l'avocat qui se pointe la main en l'air en disant j'ai la pièce qui va me faire gagner. Ça, en France, ça n'existe pas. C'est le principe du contradictoire, qu'on soit au pénal ou au civil. La partie adverse a tous les documents que vous souhaitez utiliser. Règle de base. Et donc, ça veut dire que la personne qui est convoquée au tribunal, elle a tout le dossier contre lui. Elle a la connaissance de tout le dossier qui est contre lui. À partir du moment où vous le remettez, oui. C'est à vous de le remettre. Ou votre avocat qui est là pour ça. Dernière possibilité, on a classé ma plainte sans suite, je ne suis pas d'accord, je peux déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction. Je ne suis pas d'accord avec le classement sans suite du procureur, je n'ai pas envie d'aller écrire au procureur général, je n'ai pas envie de saisir directement le tribunal correctionnel, et j'estime qu'on doit enquêter sur mon affaire. J'écris au doyen du juge d'instruction, c'est une formule consacrée, mais on écrit au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy, par exemple, en disant il m'est arrivé ça, j'ai déposé plainte, elle est classée sans suite, c'est un préalable obligatoire pour faire cette démarche-là que je suis en train de vous expliquer. Et donc, je dis au juge d'instruction, voilà, moi je suis victime d'une infraction, je veux vous enquêter dessus pour telle et telle raison. Évidemment, il faut argumenter comme toujours. Si c'est dire le procureur classé sans suite, c'est un abruti, ça ne marche pas, le juge d'instruction, je ne suis pas sûr qu'il vous suive, d'accord? Donc ça, c'est une possibilité aussi. Dans le cas d'une citation directe, comme dans le cas d'une plainte avec constitution de partie civile, on demandera à la personne qui s'estime victime d'une infraction de consigner une somme que vous ne récupérez pas si votre plainte est abusive. On va vous demander de consigner une somme qui va être en rapport avec vos revenus. Vous avez une personne, moi la dernière fois qu'on a fait ça, la personne elle était au SMIC ou pas loin. Donc elle avait amené son avis d'imposition, ses 3 derniers fiches de paie, le juge a demandé qu'on consigne 200 €. C'était une somme, mais ça tenait à peu près compte de ses revenus. Donc elle a consigné cette somme-là, et à l'audience d'après, le tribunal a constaté que la somme était consignée et que donc la procédure pouvait se poursuivre. Même démarche, lorsque vous déposez plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, il va vous dire il faut consigner sur la base de vos ressources. Donc il va dire je fixe une consignation, si vous voulez que moi, juge d'instruction, j'enquête, première démarche, vous consignez une somme. Ok. Dans ce cas-là, il enquête forcément ou il peut refuser d'enquêter? Il peut refuser d'enquêter. Le juge d'instruction, lorsqu'il va recevoir une plainte avec constitution de partie civile, va demander au ministère public, donc au procureur de la République, de prendre des réquisitions et de donner son avis sur
cette plainte est constituée de partie civile. Donc le procureur de la République va prendre un réquisitoire écrit en disant moi j'estime que oui, moi j'estime que c'est n'importe quoi, oui, non, pourquoi. Le juge d'instruction ensuite va rendre une décision de non-informé en disant j'enquêterai pas là-dessus pour X ou Y raison, ou de dire effectivement j'ouvre une information judiciaire. C'est une décision qui est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction. C'est le juge d'instruction de la cour d'appel. Ok. Je crois que j'ai terminé à peu près mon topo. En termes de conclusion, moi j'avais 2-3 peut-être lignes directrices à voir avec vous rapidement. Est-ce qu'en droit de la consommation, ça a un intérêt de déposer plainte? Je pense que la plupart du temps, non. Je pense que la plupart du temps, le droit de la consommation et les règles du droit de la consommation qui sont extrêmement favorables aux consommateurs nous suffisent. Je pense que partir sur le droit pénal et sur l'idée de l'intention de commettre une infraction chez telle et telle personne, c'est casse-pied, c'est casse-gueule pour rester poli. On peut se démener suffisamment avec nos règles du droit de la consommation, premièrement, et deuxièmement, 9 fois sur 10, lorsque vous allez être victime, même d'une infraction ou d'un mauvais coup de quelque chose, ce que vous allez vouloir, je parle de ma petite expérience personnelle, c'est d'être indemnisé. C'est pas de savoir que Tartampion, il a fait 50 ans de prison à Guantanamo. Donc, on reste souvent dans cette logique-là de consommateur et de consommation. Je dirais que la plainte, elle a du sens si, enfin, dans certains cas de figure, si vraiment on fait face à un escroc pur et avéré, qu'on va par exemple sur Google, on se rend compte que c'est quelqu'un qui prolifère un peu partout, qui a fait de nombreuses victimes, etc. Ça a du sens si on est plusieurs à déposer plainte et à vouloir engager une action collective contre l'auteur d'une infraction. Ça a du sens. J'ai le cas en ce moment d'une société de panneaux solaires qui adopte des pratiques commerciales avec toujours le même discours auprès des consommateurs. C'est des éléments qui restent oraux. Tout à l'heure, je vous disais, ce qui n'est pas écrit en droit n'existe pas. Civilement, c'est toujours pareil. Ce qui n'est pas écrit en droit n'existe pas sur un plan civil. En revanche, si vous avez un discours commercial qui est répété, qui s'assimile à une pratique commerciale trompeuse, que vous n'avez non pas une, ni deux, ni trois, mais 20, 30, 40 personnes qui vous disent « Mais oui, on vous a démarché de cette façon-là, avec ce discours », les gens qui ne se connaissent pas à droite à gauche en France, ça pénalement, ça peut avoir du poids. Et donc, ça peut avoir du sens de dire « Et si on se regroupait ?» Déposer plainte dans ce cadre-là, ça a du sens, évidemment. Oui. J'ai vu c'est les assurances. Moi, je me suis fait casser ma voiture plusieurs fois. J'ai porté plainte plusieurs fois. J'ai mis la réponse. Jamais fait. Ils ne retrouvent pas les gens. Mais oui, voilà. En général, ils enquêtent pas. Les assurances nous incitent à déposer une plainte pour qu'on puisse rembourser les dégâts. Alors, je suis touriste, mais enfin, les gens sont touristes. Et c'est très difficile de faire rembourser. Ça peut être une condition d'indemnisation de votre contrat d'assurance. C'est souvent le cas, c'est-à-dire l'assurance dit vous êtes assuré contre le vol, mettons, ou contre la casse, la dégradation. Oui, mais je veux dire, vous pouvez avoir un contrat d'assurance, c'est dans les petites mentions qu'on lit jamais, là, l'espèce de bouquin de 30 pages. Là-dedans, ça va être écrit que c'est peut-être une condition préalable à l'indemnisation que vous déposiez plainte. L'assurance de cette façon-là entend peu ou prou se prémunir contre les gens qui tentent des escroqueries à l'assurance. La police civile, bien sûr, c'est venu constater. Oui, j'ai constaté. Il n'y a pas de sol, il y a plusieurs. Alors, une fois, dans ce cas-là, on va prendre des empreintes sur la voiture, on va écouter. Prenez les empreintes si vous voulez, hein. Puis demain, ne les portez pas de demain. Et puis ça ne fait jamais aucune réponse. Jamais. Ce qui est compliqué, alors, à la fois, la justice et la police manquent de moyens. Moi, je ne suis pas ministre, mais c'est une réalité, moi je le vois dans le quotidien. Et en même temps, ça dépend aussi des priorités. Aujourd'hui, clairement, le cap, il est mis sur le terrorisme, il est mis sur les victimes d'agressions sexuelles, il est mis sur les gros trafiquants de stupéfiants. C'est pour ça que je vous dis que nos infractions au droit de la consommation, même collectivement, moi je pense le plus simple, alors soit on fait, avec un avocat, on fait un courrier collectif au procureur à Paris, et puis des fois il se passe quelque chose, soit la répression des fraudes, qui elle va jamais envoyer promener personne et qui va collecter les éléments. Mais je pense qu'il faut pas avertir les gens pour leur dire que savoir si l'assurance, comme ils pensaient, on s'assure. Mais ça dépend de votre contrat, monsieur. Voilà, mais il faut qu'ils l'avancent, les gens, ils ne savent pas, ils lisent. Ils lisent. Ce que vous signez, je passe mon temps à le dire aux gens, ce que vous signez, ça compte, ça existe, sauf à vous mettre sous tutelle. C'est la contrepartie, parce que moi j'ai plein de gens qui disent je signe, mais je ne savais pas. Eh bien, signez pas. Sinon, on vous met sous tutelle et vous signerez plus, ce sera le tuteur. C'est un peu franc du collet ce que je vous dis là, mais c'est fondamental. Votre contrat d'assurance avec les 30 pages là, en petite mention que vous ne lisez jamais, quand vous signez, c'est marqué que vous adhérez aux conditions générales. CF, le bouquin de 30 pages. Je ne le lis pas plus que vous.
Enfin, je dis en diagonale. Mais je veux dire, c'est ça qui nous engage. Donc si par exemple dans votre contrat, l'assurance a dit « Moi pour que je vous indemnise, c'est dépôt de plainte, sinon vous pouvez aller vous brosser », et elle peut mettre un délai, l'assurance, CF les escroqueries aux cartes bancaires, l'assurance elle peut dire « Moi j'exige que vous déposez plainte dans tel délai », ça peut être une condition de votre contrat pour faire fonctionner l'assurance. Avant de déposer plainte ou de faire une démarche, on regarde son contrat d'assurance. Avant de déclarer son sinistre à son, à son assurance, on regarde son contrat. C'est un bon truc là. Là, c'est pas forcément une priorité, alors surtout en ce moment, je ne vous cache pas. Non, mais ce qui compte, c'est votre assurance rembourse. Ce qui compte, c'est votre assurance rembourse dans ce cas. Oui, j'avais monsieur. Oui, ma question était plus générale. Dans le cas où vous subissez un arrêt réglementaire, si vous l'enregistrez à l'aide de ce genre de produit, est-ce que c'est recevable? J'ai pas compris le début de la question. Dans le cadre d'un argumentaire oral que vous subissez à la maison avec un vendeur un petit peu indélicat, vous enregistrez la conversation ou même vous le filmez, est-ce que ça serait recevable? On pourrait vous taper sur les doigts d'enregistrer une conversation à l'insu de la personne, premièrement. Et deuxièmement, comment on va démontrer quoi que ce soit? Elles sont datées. Comment? Un enregistrement, il est forcément daté. Et alors, vidéo, qui me dit que c'est la personne? Est-ce qu'on va faire venir un expert orthophoniste pour dire c'est bien la voix de monsieur Grégory? S'il est filmé. Ouais, mais non, mais là vous partez sur des règles aussi. Enfin, vous n'êtes pas policier. D'ailleurs, un policier aurait peut-être pas plus le droit de le faire que vous dans certains cas. Mais non, c'est très mauvaise idée. On fait écrire. J'ai renouvelé mon contrat professionnel de téléphone chez SFR. Je vais chez SFR. Et c'était il y a quelques mois. Et le type me disait, vous aurez ça, vous aurez ça. J'avais plein d'options. Le téléphone faisait frigo, voiture, dépannage, c'était incroyable. Rien n'était écrit. Et pourtant, les contrats chez SFR, c'est 2 pages. Je lui ai dit, voilà un stylo, vous mettez ce que vous venez de me dire. Et j'ai dit, je signe pas sinon. Il a tout écrit à la main. Alors il s'est cru malin, il pensait qu'écrire à la main, ça valait moins que si c'était écrit à l'ordinateur, je ne sais pas où il a vu ça. Mais en tout cas, son exemplaire du contrat et le mien, c'est le même, avec les engagements écrits qui ont été les siens. Voilà. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Vos enregistrements audio ou visuels, ça peut vous tomber sur les pattes dans certains cas, parce que ça pourrait s'assimiler des infractions pénales, dans certains cas. Et de toute façon, il n'y a pas un tribunal au monde qui dirait que c'est une preuve recevable sur le plan civil. Oui, madame. Donc, vous avez fracturé notre port d'entrée, enfin bref, et l'assurance nous a demandé une preuve qu'on avait porté plainte. Nous, on a été porté plainte, mais la police n'a pas toujours porté plainte. Elle a dit, je vais juste faire une main courante. Est-ce qu'elle a le droit de refuser une plainte et de faire une main courante? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle a dit, je fais une main courante, mais elle ne nous a pas donné une attestation de la main courante. La main courante, moi, je ne l'ai pas évoqué, mais du coup, ça a eu l'occasion d'évoquer. La main courante, c'est un signalement administratif. Ça n'a pas de valeur juridique en tant que telle. Enfin, pas vraiment en tout cas. C'est pas une plainte, ça n'a pas le même sens, il n'y a pas les mêmes conséquences. Mais ça peut être un signalement. Par exemple, la jeune fille qui est frappée à son domicile par son conjoint. Parfois, il a mis juste une petite baffe. Je vais décliner la petite. Les policiers ne vont pas prendre la plainte de fait une main courante. Elle va en faire 2, 3. Ça viendra renforcer un dossier le jour où. Des fois, c'est trop tard, j'entends. Mais je veux dire, ça arrive parfois. La main courante, elle n'a pas d'autre effet en réalité. Ils n'ont pas le droit de refuser en principe une plainte. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça arrive de plus en plus souvent, effectivement, que des plaintes, on dise qu'on ne prend pas ou c'est pas pénal. Je vous ai donné la réponse, madame. Courrier recommandé. Mais alors, pour la main courante, il n'a pas voulu me donner la preuve qu'il y avait une main courante. C'est pas grave. Ah bon? Mais alors, qu'est-ce que je dis à mon assurance? De toute façon, après, j'écris à mon assurance et je lui dis, voilà ce qui s'est passé au commissariat, il n'a pas voulu vous donner la preuve de la main courante, et puis ça a marché. Mais je voulais savoir si le policier était en infraction s'il ne donnait pas la preuve de la main courante. Le policier n'est pas en infraction. La main courante, comme la plainte, c'est une déclaration de votre part. C'est tout. Ça n'a pas de valeur. La plainte ou une main courante, ça n'a de valeur qu'à titre de renseignement sur le code de procédure pénale. C'est pas parce que vous dites noir que ça devient un acte qui juridiquement a une valeur supérieure au reste. Donc c'est une déclaration de votre part. Si on ne prend pas votre plainte courante, qu'on ne vous la donne pas ou votre plainte, etc., et ben vous la faites vous-même. Ça a la même valeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'on peut aborder l'action que vous menez avec la DC France maintenant dans le cadre des investissements diamants? Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de escroquerie diamant dans la salle. Il n'y a que vous. Oui, c'est intéressant.
Ah, pardon. Enfin, la question... Si, les diamants, ça vous intéressait? Qu'est-ce que vous voulez savoir? La question peut être plus générale. La Oui. question est, dans le cadre où un avocat comme vous agit aux côtés d'une association qui représente un ensemble de victimes sur un sujet donné. Oui. Attendez que je m'exprime correctement. Vous intentez une action pénale, vous, pour toutes les victimes qui sont adhérents à l'association. Et dans ce cadre, le juge d'instruction qui demande aux victimes individuellement de se porter civile, a-t-il un intérêt ou non? Je ne suis pas sûre d'être... Vous êtes dans quel dossier de diamant, madame? Williams. D'accord, donc c'est l'escroquerie qui est suivie par le juge d'instruction à Nancy. C'est ça. Ah, Ben justement, c'est se porter partie alors, civile alors qu'il y alors, a quelqu'un comme vous sur le dossier. ça ne sert strictement à rien. Dans le dossier de Nancy, ouais, à l'heure où je vous parle, l'association ADC France et moi-même, on a à peu près 250 victimes. On a rencontré le juge d'instruction avec M. Grangérard il y a un an, en juin, je crois, 2018. On a récupéré le dossier. Je dois vous faire un nouveau résumé dans pas longtemps, là. Le temps que je travaille. Et effectivement, le juge d'instruction n'avait pas pris individuellement le nom de tout le monde. Justement, moi j'ai eu le téléphone. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont écrit à tout le monde en disant vous pouvez vous constituer partie civile individuellement. Donc moi je l'ai appelé, j'ai dit non. Et donc j'ai eu le juge d'instruction qui m'a demandé de lui faire, c'est pour ça que vous avez eu certains d'entre vous des mails de relance, un tableau. Il m'a demandé de lui faire un Excel avec nom, prénom, adresse, montant perdu, société ou structure dans laquelle vous avez investi. Donc du coup ce tableau, je suis en train de le finir avec mon assistante qui part la semaine prochaine au magistrat. Ça ne sert strictement à rien. Si entre le juge d'instruction et le maître de l'OMEL, il y en a un qui doit avoir vos documents, c'est moi. C'est moi qui ferai les demandes pour vous. Donc s'il y en a un au monde qui doit les avoir, c'est moi. Comme ça, je ne peux pas vous oublier. De toute façon, on n'oublierait personne, on n'oublie jamais personne. Mais c'est ça qui est fondamental. Mais je sais, ils ont fait partir des courriers à tout le monde. Nous, les 250 ADC, et puis les milliers à travers le pays, c'est n'importe quoi. Mais tant pis, c'est notre argent, hein, la justice, les timbres et tout, c'est payé avec nos impôts, donc tout va bien. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un détail. Et oui, on est partie civile dans le dossier, et ensuite, étape 2, est-ce qu'on va pouvoir mener une action civile contre un interlocuteur solvable qui a fait n'importe quoi, banque, assurance, en France ou en Union Européenne? Alors, je discute tout à l'heure avec la personne du Centre Européen des Consommateurs pour commencer à voir comment on va faire. Ça va être sportif. Pas avec cette personne, mais dans les procédures. Et étape 3 ultime, le jour où les personnes sont poursuivies pénalement, se présenter au tribunal correctionnel en disant on veut bien qu'elles soient condamnées à nous indemniser également, pour avoir 2 pans d'action, pénale et civile. Monsieur, c'est hyper complexe, hein, mais on fait étape par étape, j'essaie de vous faire des mails les plus clairs possibles. J'essaye. Oui, madame. Puisque une partie civile doit verser de l'argent au juge ou au tribunal quand il se constitue une partie civile. Comment ça se passe pour une association? Parce qu'une association, quelquefois, elle n'a pas beaucoup d'adhérents, et puis quelquefois, elle doit mener plusieurs actions, donc il ne faut quand même pas ruiner l'association. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on demande juste un petit forfait, truc de base à l'association? Alors, pour une association qui va se constituer partie civile, soit quand elle a déposé plainte auprès du juge d'instruction pour consigner une somme, soit si elle saisit directement le tribunal correctionnel, il y aura une consignation, ça c'est certain. Et tout à l'heure, c'était fonction de vos ressources. Donc vous justifiez des ressources de l'association et vous verrez que la consignation, sauf à ce que le magistrat vous déteste à ce point-là, elle va être proportionnelle à vos revenus. On peut avoir un ordre de grandeur à propos des revenus? Bah, là, je peux vous le dire parce que ce n'est pas le secret de l'année, mais par exemple, dans le dossier qui nous concerne, alors moi j'avais demandé au tribunal qu'on n'ait pas de consignation, parce que dans certains cas on peut ne pas en avoir. Passons, ça devient technique. Donc j'avais dit, voilà, pour X raison, il n'en faut pas. Le tribunal m'a dit cause toujours. Mais du coup, il a demandé quelques centaines d'euros par personne, et il a dit, bah tiens, pour l'association, ça va être le même montant. Donc c'est de l'ordre d'un dixième des revenus annuels? La consignation. Non, là c'était symbolique, là ça n'a pas de sens. Le tribunal a demandé 300 euros par personne. Mais j'avais pas justifié des revenus de tout le monde, j'avais dit. Vous avez une fonction des montants concernés? Non, c'est pas. Non, c'est pas fonction des montants concernés. Après, si vous avez Rothschild qui a perdu 2 milliards
il ne va pas consigner 15 €. Hein. Mais bon, c'est pas, le but de la consignation, c'est de garantir la poursuite de l'action et de se prémunir contre une plainte ou une procédure abusive. Donc c'est pas de bloquer la partie civile. Moi, sur les 10-15 que j'ai fait depuis les 7 ans que j'exerce, on n'a jamais eu de problème de montant de consignation. Il n'y a jamais un magistrat qui a dit vous avez consigné 1 million et puis c'est tout. Non, si, dans les séries américaines. Mais nous, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ça? Oui, madame? Excusez-moi, je peux faire des travaux d'une année qui est dans son jardin, et donc un devis qui est établi, bien sûr, et l'entrepreneur, il y avait une marche en terre naturelle pour accéder à ce jardin, il a monté la marche, il l'a emporté, alors que ce n'était pas prévu, et quand on lui a demandé, il dit qu'il ne sait plus où elle est. Alors, est-ce que, quel moyen y a-t-il d'être indemnisé? Il faut démontrer que la marche a été bien là, qu'il y a bien un trou à la place. Il faut démontrer combien elle vaut, votre marche, pour pouvoir la chiffrer. Après, c'est comme les garagistes. Les garagistes, ils ont la fâcheuse tendance, lorsqu'on leur emmène la voiture à réparer, à garder les pièces qu'ils ont réparées. Sauf que vous en restez propriétaire. Il n'y a pas un garagiste au monde qui a compris ça, mais c'est une réalité. C'est pas pour autant que ça s'apparente à du vol. C'est quoi? Il n'a pas fait attention, c'est pas une marche qui avait une valeur. Mais il n'a pas fait attention, il a mis. Pas abouti, puisque c'était la tour et la ligne était à faire. Il n'avait pas touché à l'escalier. Non, mais il l'a emmené par mégarde, votre marche. Non, mais alors, du coup, c'est une autre question. Elle a une valeur si incroyable que ça? Une marche en terre naturelle comme ça, c'est quand même une certaine valeur. Il reconnaît qu'il vous l'a enlevé? Pas écrit? Vous lui avez fait un courrier recommandé? Vous avez fait un courrier recommandé? Vous avez fait chiffrer votre marche? Il faudrait que je passe par en justice, on n'ira pas au tribunal dire on veut notre marche. On dira notre marche coûtait 300, on veut 300. Il faut la faire chiffrer. Si vous avez d'autres travaux qui disent bah, effectivement la marche est prise, je ne sais pas où elle est, on va s'arranger, je vous baisse le prix des travaux à hauteur du prix de la marche, pourquoi pas, c'est envisageable bien sûr. Mais on n'est plus dans le pénal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça peut pas. Monsieur Grand-Girard, que faisons-nous?